Ils atteignent même une profondeur record de plus de 900 mètres et observent pour la première fois le spectacle fascinant de ces créatures étranges dans leur habitat naturel. C'est en 1930 que les premières observations de la faune des profondeurs sont réalisées depuis un engin submersible. Elles sont l'œuvre d'un naturaliste américain, William Beebe, à bord de la bathysphère qu'il a mise au point avec l'ingénieur Otis Barton. Embarqués dans cette boule d'acier de presque 2 tonnes, la vie des 2 hommes est littéralement suspendue à un fil. Un câble métallique, en l'occurrence, déroulé depuis un bateau. Le confort est spartiate. L'espace est réduit. Limités par le seul mouvement vertical et le faisceau lumineux de leurs projecteurs, Beebe et Barton effectuent une trentaine de plongées au large des Bermudes. Ils atteignent même une profondeur record de plus de 900 mètres et observent pour la première fois le spectacle fascinant de ces créatures étranges dans leur habitat naturel. Inspiré par l'expérience de William Beebe, le physicien suisse Auguste Piccard, qui s'est déjà illustré en réalisant le premier vol stratosphérique à bord d'un ballon, décide à son tour de relever le défi des abysses. Il conçoit une sorte de dirigeable des profondeurs, qu'il nomme bathyscaphe. La sphère habitacle est ici suspendue à un flotteur volumineux. Prévu lui aussi pour opérer une descente verticale, l'engin dispose cette fois de petites hélices afin de se déplacer une fois qu'il a rejoint le fond. L'idée, c'était d'avoir une forme d'autonomie. La sphère de Beebe et Barton permettait aussi d'observer ce qu'il y avait sur le fond. Il y avait 3 hublots dans la sphère de Beebe et Barton, mais c'était statique, quoi. On était au bout du fil, statique. En fait, le bathyscaphe, c'est le premier système qui a permis d'observer in situ et de se déplacer sur le fond. Cousteau et les hommes du groupe de recherche sous-marine sont présents pour le dernier assemblage et la mise à l'eau. L'événement, qui se tient au large des îles du Cap-Vert à l'automne 1948, a été largement médiatisé. Le but est de démontrer les capacités d'exploration du bathyscaphe, tout en testant sa résistance et sa sûreté. Une des idées, quand même, dans l'idée du flotteur d'un bathyscaphe, c'est d'avoir un système qui ne va pas s'écraser au fur et à mesure qu'on va descendre en pression. Tous les 10 mètres, vous prenez un bar de pression. Quand vous êtes à 6000 mètres, vous avez 600 bars de pression. Donc il faut trouver un flotteur qui va résister à cette pression et qui va aussi vous permettre d'alléger le sous-marin. L'idée étant de le faire revenir à la surface une fois qu'on est au fond. Finalement, la fonction de base, c'est je descends, je résiste à la pression, je gère ma pesée et je remonte. Le résultat est mitigé. Une profondeur de 1380 mètres est atteinte, mais lors d'une plongée à vide, sans pouvoir embarquer de passagers. Et à l'issue de la remontée, une forte houle occasionne au flotteur des dommages irréparables. Piccard décide, en collaboration avec la marine française, de réaliser un nouveau prototype, plus résistant. L'officier Georges Huot est nommé commandant du futur bathyscaphe, appelé FNRS-3. Pierre Wilm, jeune polytechnicien, est responsable du chantier. Les travaux sont réalisés à l'Arsenal de Toulon. La sphère du premier bathyscaphe est réutilisée, mais un flotteur entièrement nouveau est conçu. Et l'ensemble est désormais suffisamment solide pour être remorqué par un navire. De nouveaux appareils de mesure et de communication viennent aussi compléter l'équipement de l'habitacle. Mais des désaccords interviennent. Et Piccard
officiellement conseiller scientifique, décide de se retirer du projet. Assisté de son fils Jacques, il part en Italie travailler à un projet concurrent, le Trieste. Une véritable course aux abysses s'engage. L'objectif fixé est d'atteindre 4000 mètres de profondeur. Qui du Trieste ou du FNRS 3 parviendra à réaliser cet exploit? Durant l'été 1953, le FNRS 3 effectue plusieurs plongées profondes en Méditerranée, dont l'une à 2100 mètres. Au mois de septembre, c'est au tour du Trieste de réussir une plongée record à 3150 mètres. Quelques mois plus tard, enfin, en février, Huo et Wilm repoussent encore cette limite. En Atlantique cette fois, au large de Dakar, où les deux hommes descendent à 4050 mètres. Avec cet exploit, preuve est définitivement faite du rôle considérable que peuvent jouer les bathyscaphes dans l'exploration océanique. Durant les années qui suivront, le FNRS 3 effectuera des dizaines d'autres plongées, permettant à des scientifiques embarqués d'étudier l'acoustique sous-marine, la vie animale ou les courants. Entre-temps, Auguste Piccard a décidé de laisser son fils Jacques veiller seul aux destinées du Trieste. En 1958, ce dernier le vend à l'US Navy, qui entend opérer d'importantes modifications pour améliorer ses performances. Le but, accéder cette fois aux plus grandes profondeurs connues. Il est atteint le 23 janvier 1960 dans le Pacifique. Après une descente de plus de 5 heures, Jacques Piccard et Don Walsh, un jeune officier américain, se posent doucement sur le fond de la fosse des Mariannes, à une profondeur de 10 916 mètres. Je pense qu'il fallait être assez gonflé pour oser s'aventurer à de telles profondeurs. Quand on pense à la pression qui règne à ces profondeurs, c'est des gens qui sont descendus au-delà de 10 000 mètres de profondeur. Donc c'est monstrueux. Qu'est-ce que ça nous a amené? Ça nous a surtout amené de savoir que la vie, elle y était, parce qu'ils ont pu faire des observations qui ont dit, bah oui, il y a de la vie partout. Donc pour moi, c'est une aventure extraordinaire et ça veut dire qu'on est capable d'aller jusqu'au sommet de l'Everest, des plus hautes montagnes, et qu'on est capable de descendre dans la fosse des Mariannes, dans les plus grandes profondeurs. Un an et demi après l'exploit de Jacques Piccard et Don Walsh, la marine française lance à son tour un nouveau bathyscaphe, l'Archimède, lui aussi capable de rejoindre ces profondeurs extrêmes. Le Trieste étant définitivement endommagé par sa plongée record, l'Archimède est désormais le seul à pouvoir s'acquitter de telles missions. En service jusqu'en 1974, il sera le dernier de ces grands submersibles à être construit. L'Archimède a plongé jusqu'à 9500 mètres. J'ai pas fait ses premières plongées. Moi, ma première plongée au Japon a été à 7800 mètres. C'était déjà pas mal. Les plongées, ça pouvait durer assez longtemps. Il y a eu des plongées jusqu'à 15-16 heures. C'était un peu long parce qu'on ne bougeait pas beaucoup. Les trois personnages étaient un peu épaule contre épaule. La sphère à l'intérieur faisait moins de 2 mètres de diamètre, donc c'était pas très important comme espace. L'Archimède est long de 22 mètres. Il pèse près de 200 tonnes, dont 21 de lest. Embarquant 3 hommes à son bord, il effectuera au total plus de 200 plongées, dont une centaine à but d'exploration scientifique. Le danger, c'était de s'accrocher dans le fond
On n'avait pas de rétroviseur, on ne voyait pas ce qui se passait derrière. Mais sinon, on avait totalement confiance, on se sentait très en sécurité dans cette boule extraordinairement épaisse et solide. Mais c'était une masse difficile parce qu'il était lourd et qu'il y avait des moteurs très faibles. C'est des moteurs de 5 chevaux. Hein, pour avancer, on avançait qu'à faible vitesse. Du reste, il n'y avait pas besoin d'aller trop vite parce que sinon, on n'aurait pas pu observer le fond. Il aurait défilé trop vite sous la serre.